C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télé du 21e siècle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité de ce soir, les associations et syndicats de la presse privée de Guinée ne comptent pas baisser les bras face à la décision du juge Abdoul Kadiri Diallo dans le dossier des 3 journalistes condamnés cette semaine. Ce vendredi, ils ont rencontré le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Plusieurs faux passeports destinés aux Guinéens de l'étranger ont été saisis et présentés hier jeudi 14 janvier à la presse par les services spéciaux de la présidence chargée de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Les Échos, c'est dans ce journal. Le comité de pilotage du COCAN a reçu ce vendredi 15 janvier 2021 un investisseur venu de Dubaï. Les détails, c'est dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Brève pour commencer, Dr Ibrahima Kassori Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, a remis la démission du gouvernement au président de la République, le professeur Alpha Condé. Le président de la République a accepté cette démission et a remercié Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement pour les loyaux services rendus à la nation, mais continuera de gérer les affaires courantes jusqu'à la nomination d'une nouvelle équipe. Un mois après la prestation de serment du président Alpha Condé pour un 3e mandat consécutif, la mise en place d'un nouveau gouvernement tarde. Pour Ibrahima Aminata Diallo, responsable politique et activiste de la société civile, Alpha Condé doit impérativement installer son gouvernement pour la bonne marche de la Guinée. C'est un reportage de Yayo Moubari et Ibrahima Khalil Silla. 15 janvier 2020. 15 janvier 2021, cela fait 30 jours que Alpha Condé a prêté serment pour un 3e mandat. Cependant, il peine toujours à constituer son gouvernement. Pour le président de la PJDD, cela prouve que Alpha Condé serait dans un dilemme. Dans la mesure où il y a eu beaucoup de choses qui sont passées et généralement la plupart de ces ministres ont mouillé le maillot comme il aime le dire pour qu'il puisse briguer un 3e mandat dont nous savons qu'il a été au prix du sang de certains Guinéens et même de la destruction des biens matériels privés et publics, je pense que vous pouvez mettre un gouvernement de complaisance sur place. Pourquoi je le dis? Parce que vouloir se débarrasser de certains, ça peut se retourner contre lui. Poursuivant, Ibrahima Aminata Diallo rappelle qu'il est impératif que Alpha Condé installe son gouvernement pour répondre aux exigences de la population. Le moment est un peu critique dans la mesure où on était dans une crise post-électorale et qu'aujourd'hui, avec toutes les revendications, nous avons vu que son challenger de l'IFDG actuellement toujours n'a pas changé de position. Alors, il a intérêt à mettre en place un gouvernement très rationnel, avec un nombre très réduit et avec des technocrates qui vont vraiment faire le travail du peuple. Alpha Condé, 82 ans, avait promis de gouverner autrement lors de sa prestation de serment au palais Mohamed V de Conakry. En Guinée, malgré le combat mené par le gouvernement ainsi que des ONG, la maltraitance des enfants prend de l'ampleur de jour en jour. Une situation qui ne laisse pas cet activiste de la société civile indifférent. Il parle même de la ratification de textes de loi pour la protection des droits des enfants en Guinée. C'est un reportage de Kadia Toubari et Moustapha Diani. Si certains enfants vont à l'école, d'autres par contre sont contraints de travailler sous un soleil ardent. La maltraitance des enfants en Guinée prend de plus en plus de l'ampleur. Pourtant, des textes de loi l'interdisent. Il faut rappeler que notre République de Guinée a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, qui est un instrument juridique international qui protège les enfants de par le monde. Et dans la même lancée, le pays a aussi ratifié des protocoles conventionnels luttant contre l'exploitation, la traite et toutes les pires formes de travail des enfants. D'après cet activiste de la société civile guinéenne, les textes de loi ratifiés pour la protection des enfants n'est pas à la portée de tous.
c'est pas toute la population qui a la connaissance de l'existence de ces documents. Ça, d'abord, c'est un handicap majeur pour la promotion des droits de l'enfant en Guinée. C'est que les textes juridiques ou les instruments au niveau international ne sont pas vulgarisés largement. Et nous autres, nous avons lancé des dynamiques de vulgarisation de ces textes de loi, mais avec les maigres moyens que nous avons, nous ne pouvons pas toucher un large public cible. Et vous savez que la population guinéenne est majoritairement analphabète. Donc, pour vulgariser ces textes de loi, il va falloir les transcrire en langue nationale. Le message que j'ai à lancer, c'est à 3 niveaux. En premier, c'est au niveau des acteurs étatiques, c'est de continuer la mise en œuvre de toutes les politiques protégeant les enfants en Guinée et surtout de redynamiser le CIPEG, qui est le système de protection des enfants en Guinée. Le travail domestique, la vente au bord des routes et dans les marchés constituent les principaux secteurs d'emploi illégaux des enfants en Guinée. Un conflit domanial entre l'archevêque et l'ONG SOS Mineurs, foyer de l'espérance qui date de plusieurs années, connaît une autre tournure. Les occupants de ce centre ont été expulsés ce vendredi matin par des agents des forces de l'ordre. Pour empêcher tout accès au lieu, le grand portail a été cadenassé. Les détails, c'est avec Alpha Oumar Diallo. Vendredi noir pour l'ONG SOS Mineurs, foyer de l'espérance situé dans la commune de Ratoma, quartier Symphonie à Gare. Installé depuis l'an 2000 sur les lieux, ce centre est composé de 4 appartements et plusieurs salles de formation. Les occupants ont été sortis des lieux par des agents de force de l'ordre. Selon le responsable du centre, l'archevêque serait derrière cet acte. Le foyer dont on nous a chassés est le fruit des activités de l'ONG SOS Mineurs en prison. C'est l'ONG SOS Mineurs en prison, document à l'appui, qui a acheté ce domaine et qui a construit le foyer de l'espérance pour l'accueil des enfants qui viennent de la prison, de la rue ou de la garde à vue. Qu'est-ce qui s'est passé? L'archevêché, avec la mafia qui est à l'œuvre là-bas, a choisi de s'approprier le foyer de l'espérance en allant se faire fabriquer un titre foncier. Suite à l'arrêt rendu contre nous en appel, l'huissier commis par l'archevêché est venu ce matin nous expulser. Manu Militari avec des gendarmes. Ils ont cassé les fenêtres, cassé les portes. Ils ont fait sortir nos bagages, enfin tout ce qu'ils ont pu faire sortir. Personne n'est allé à l'école aujourd'hui, personne n'est allé au travail. Le responsable de l'orphelinat dit qu'il en a sa possession tous les documents légaux lui permettant d'occuper les lieux. Mais je répète, s'il y a des journalistes très curieux, ils finiront par dire que c'est nous qui avons effectivement acheté le domaine. Je dis c'est l'ONG qui a fait ça. Nous avons toutes les preuves, les schémas, les croquis de construction. On n'a pas vendu, on n'a pas donné. Au contraire, ils nous ont arraché le foyer des mères en nuisant de leurs relations et de leur pouvoir. Ce sont plus de 25 enfants orphelins et encadreurs qui se retrouvent sans abri. Ils passeront leur première nuit à la Belle Étoile ce vendredi. L'archevêque de Conakry, qui est pointé du doigt dans cette affaire, ne s'est pas prêté à nos questions. Je vous le disais au sommaire, plusieurs faux passeports destinés aux Guinéens de l'étranger ont été saisis et présentés ce 14 janvier à la presse par les services spéciaux de la présidence chargés de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Un journaliste de la radio-télévision guinéenne a été mis aux arrêts pour tentative d'expédition d'un faux passeport à l'étranger. Oumar Kondé. Selon le commissaire principal de police chargé de la communication des services spéciaux, il s'agit d'une fraude documentaire portant sur les passeports ordinaires guinéens non biométriques sur le point d'être expédiés à travers DHL. Un journaliste de la RTJ est mis en cause dans cette affaire. Il n'a rien à voir avec ces modes de dissimulation, la personne qui est là. Lui, son problème, comme lui, il a envoyé un passeport librement comme ça, il dit qu'il veut l'envoyer. Au vu du passeport, on a su que franchement, ce passeport est un faux passeport. On lui a signifié qui vous a remis ce passeport. Il dit que, d'accord, il a sorti, il dit qu'il est journaliste. On dit d'accord. Rien qu'avec votre corporation, on sait que vous ne pouvez pas vous livrer
à certaines pratiques. Mais dites-nous qui vous a donné ça, parce que nous cherchons à démanteler le réseau qui confectionne ces faux passeports-là. Vous nous disiez qui vous a remis ce passeport ou bien son numéro de téléphone, nous allons exploiter. Vous n'avez plus rien à voir. On a tout fait depuis 3 jours, impossible qu'il refuse catégoriquement. Un mode réfléchi, mais découvert. Ces faux passeports sont dissimulés dans des chaussures de fabrication locale. J'ai aidé un petit en 2018 à faire un passeport qui est parti au Maroc. Mais il m'a laissé ses dossiers, ce n'est pas seulement le passeport. Il m'a dit, je lui ai dit, en cas de cas, si tu as besoin de récupérer tes dossiers, comment on va faire? Il m'a dit, il y a mon grand frère qui est à la cimenterie, tu peux le remettre. C'est lui qui est venu ici, le chef l'a attrapé, il dit que c'est un faux passeport. Ils l'ont demandé qui? J'ai dit, il m'a cité. Mamadou Selou Diallo reconnaît qu'il est en faute, mais il demande d'être conduit au ministère de la Sécurité pour qu'il indexe à son tour l'agent qui a fait ses passeports. Je vous le disais également au sommaire, les associations de presse et le syndicat de la presse privée de Guinée ont rencontré ce vendredi le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Objectif, porter plainte contre le juge Abdoulgadir Diallo qui a condamné mercredi dernier 3 journalistes sur la base du code de procédure pénale au tribunal de première instance de Kaloum. Une décision qui va à l'encontre de la loi L02 portant liberté de la presse, difficilement acquise depuis des années par des journalistes du pays. Ibrahim Soribari. Les responsables de médias doivent attendre pour porter plainte contre maître Abdoulgadir Diallo. Le juge du tribunal de première instance de Kaloum qui a violé la loi L02 portant liberté de la presse en condamnant 3 journalistes animateurs de l'émission Africa 2015 de la radio Nostalgie FM à 2 mois de prison avec sursis et au paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens chacun. Après avoir reçu les journalistes, le ministre Mori Doumbouya a annoncé la décision prise par son département face à cette situation. Nous avons déjà instruit le parquet de Kaloum de faire une déclaration d'appel contre la décision de la condamnation de 3 journalistes sur la base des dispositions du code pénal. Parce que nous estimons que la loi applicable, c'est la loi sur la liberté de la presse. Les responsables des médias expriment leur satisfaction quant à cette décision du département de la justice. Nous étions venus avec une plainte contre le juge auprès du Conseil supérieur de la magistrature. C'était ça la démarche. Mais, vu la responsabilité qui a été la vôtre, vu les démarches qui ont été entreprises, nous estimons qu'il n'est plus opportun de faire une quelconque plainte. Nous nous remettons à votre sagacité, à votre sagesse. Nous souhaitons ici réconforter que la presse n'est pas en danger, mais que c'est une simple erreur d'un collège de juges. Le ministère de la Justice compte rectifier le tir la semaine prochaine. Il a promis que les journalistes seront rétablis dans leurs droits, comme recommandé par les lois du pays. Hors de nos frontières, le candidat de l'opposition ougandaise Bobi Wine a assuré vendredi avoir largement gagné l'élection présidentielle organisée la veille. Les premiers résultats donnent toutefois l'avantage au président sortant Yoweri Museveni au pouvoir depuis 35 ans. L'information a été publiée sur France 24. Alors que les résultats de la présidentielle en Ouganda se font encore attendre, Bobi Wine revendique la victoire. L'ancien chanteur de reggae, devenu député, Robert Kouyagoulani de son vrai nom, a tenu vendredi 15 janvier une conférence de presse lors de laquelle il a assuré avoir largement gagné. « Je suis confiant. Nous avons largement vaincu le dictateur. Nous avons certainement remporté l'élection et nous l'avons largement remportée, a-t-il affirmé. Le résultat officiel du scrutin
n'était pas encore annoncé au moment de cette déclaration. Des décomptes partiels donnent l'avantage au président sortant, Yoweri Museveni, qui brigue un 6e mandat. Sur les 29% des bureaux de vote dépouillés, le président sortant était en tête avec 63% des voix contre 28% pour Bobi Wine. Ces scrutins présidentiels et législatifs, placés sous haute surveillance, s'est déroulé jeudi sans accès ou presque à Internet, largement perturbé depuis mardi. Sport dans ce journal dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le comité de pilotage du COCAN a reçu ce vendredi un investisseur venu de Dubaï. Avec lui, il était question d'exposer son agenda face aux responsables du dit comité. Ibrahim Diallo et Alassane Souma, reportage. C'est devant des responsables du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 prévue en Guinée qu'un investisseur étranger a été reçu au siège du COCAN ce vendredi. Cet investisseur s'est dit prêt à mettre les moyens pour permettre à la Guinée d'abriter la plus grande compétition sportive du continent. Nous voulons, dans un délai de 3 mois, là, déjà pouvoir financer les études. Il existe même des fonds pour financer les études. Un certain nombre d'études qui n'ont même pas encore été entamées. Les lignes sont là, mais à l'intérieur du corpus, c'est vide. Or, il existe des facilités énormes qui sont discutées avec l'équipe du ministère des Finances à l'intérieur du COCAN, avec le président du COCAN, avec tous les acteurs. La Guinée est loin d'atteindre les objectifs pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis vraiment pessimiste. Il ne faut même pas douter là-dessus, dire que la Guinée peut abriter cette compétition en 2025. Pour le moment, ce qui peut me rassurer dans ça, il faudrait que l'État bouge d'abord. Ces journalistes sportifs fustigent le manque de volonté politique de l'État. Plutôt l'étude de faisabilité, parce qu'à travers le comité d'organisation de cette compétition, je vais parler du COCAN, ils ont en tout cas exhibé quelques documents où ils ont fait quand même quelques études de faisabilité. En tout cas, ils nous ont fait comprendre que il est en train de faire enrôler les entreprises ou les sociétés qui s'intéressent quand même à investir dans ce domaine. Mais ce qu'il faut retenir pour le moment, du côté guinéen, nous ne constatons pas quand même la volonté politique. Et alors que pour organiser une telle compétition, il faut la volonté politique. C'est en 2015 que la Guinée a été choisie pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, qui pourrait être sa première fois. À présent, place à la rubrique invité du journal. Nous avons pour vous ce soir M. Tidiane Souma, le patron de la structure Tidiane World Music. Bonsoir, monsieur. Bonsoir et très heureux que vous ayez le temps de m'interviewer à distance du continent et je suis à la disposition de ça. Voilà, je rappelle que vous êtes promoteur culturel. Et alors, dans un communiqué, vous avez accusé les membres de votre équipe de détournement de 200 millions de francs guinéens à marge du concert de l'artiste Koffi Olomide. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut nuancer les propos en français. Et je vais réécrire mon communiqué de façon plus explicite. La personne qui a détourné l'argent est connue. Donc, ce n'est pas un vol d'équipe. Donc, ce n'est pas un vol d'équipe ou un vol de tout le monde. Voilà. Donc, je veux d'abord que la partie là soit précise. Mon communiqué est très clair. Il y a eu le concert de Koffi Olomide. Et j'ai préparé personnellement, moi seul, ce concert à partir de Montréal. J'ai donné les courses à mon propre jeune frère, les démarches jusqu'à la fin. Mon intérimaire qui était là, je l'ai fait venir une seule fois à nous. Donc, en fait, je n'ai dérangé personne. Lorsque tu as l'expertise
et tu as le crédit de ton milieu de showbiz mondial, tu ne demandes pas les gens. Moi, j'ai booké Noom Hotel sans souci, Kofi sans souci, j'ai booké tout le monde. Kofi que vous parlez là a été payé en Guinée. C'est-à-dire j'ai ce crédit-là de faire déplacer les gens d'un continent à un autre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris 20 personnes de mon équipe pour gérer la production du concert à 20 jours du concert. Et j'ai réparti les tâches et chaque nuit, j'ai donné les directives jusqu'à la fin. J'ai donné 804 parce que ces concerts que nous faisons en Guinée sont chers parce que le nombre de places est petit. Ça veut dire que ceux qui viennent supportent le coût de tout le monde. Si c'est un concert de 2 euros, tu vas mettre en moins cher. Mais quand le concert est à 800 euros, pour un concert de nouvelles copies et tout ce que tu veux dire, ça devient cher et nous perdons et ceux qui viennent payer, c'est tout le monde. Mais tu peux imaginer, sacrifice pour offrir le plaisir et que je fixe un tarif correspondant au niveau de Guinée et qu'un individu se lève, il prend les billets vendus de centaines de personnes en super VIP. Vous savez, ce n'est pas vendu, mais c'est vendu. Il finit de faire le compte, mais on a fait des dépenses dans l'ordre de 1,4 milliard. Ils m'ont fait sortir des dépenses d'une valeur de 1,110 milliard. OK? Oui. J'ai trouvé que les dépenses étaient autorisées par moi. J'ai accepté les dépenses de M. Ba de 300 millions, les dépenses dirigées par mon jeune frère de 300 millions et les dépenses dirigées par le monsieur qui a fait la comptabilité de 800 millions. Tout est clair là. On est sur une antenne de télévision. On dit la vérité clairement. Donc, j'ai demandé où est le reste de l'argent, c'était 223 millions. Le monsieur dit non, qu'il a fait des dépenses. Il dépense de qui? Tu ne me parles pas de 23 000 francs, Guinéen. Tu parles de 223 millions. Il n'a pas pu justifier. L'argent rentré, ça s'appelle du vol, ça s'appelle détournement. Alors, M. Tidiane Souma, dites-nous comment comptez-vous maintenant résoudre ce problème une fois que vous connaissez d'ailleurs celui qui a commis l'acte? J'ai donné la chance à l'intéressé et à ses complices. Il a des complices, il a des gens, je connais mon milieu. Avec respect, j'ai donné 2 semaines à eux jusqu'à aujourd'hui, ce vendredi. Et aujourd'hui, j'ai saisi Babou Camara, qui est le patron de la DPJ, que je connais très bien, et j'ai dit à Babou, tout de suite, d'analyser la situation. Vous avez annoncé depuis 10 ans que vous avez toujours été victime de vols estimés à 1 milliard de nos francs. Et pourquoi, pendant toutes ces années, vous n'avez pas dénoncé tout ce qui se passe au sein de votre structure? Nous sommes tous des Africains, on est tous des Guinéens. Avant que je prenne cette décision, c'est une accumulation de regards, même pas de 10 ans, mais presque de 25 ans. J'ai accepté avec le dos large beaucoup de mensonges, beaucoup de détournements, mais là, c'est fini. Au concert de Cuba, j'ai été victime. Au concert il n'y a même pas longtemps, en Guinée, j'ai été victime de 30 millions, 25 millions, 75 millions. Il y en a beaucoup. C'est fini. Le sentimentalisme, c'est fini. La pitié, c'est maintenant du boulot. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Tidiane Souma, d'avoir répondu à nos questions dans ce journal. C'est à moi de vous redire merci beaucoup. Et encore une fois, j'apprécie votre télévision. C'était M. Tidiane Souma, le patron de la structure Tidiane World Music. C'est la fin de cette grande édition d'information. Merci à tous pour votre aimable attention et surtout, bon début de week-end.